Cap sur la transition, on s'intéresse aux politiques publiques environnementales. C'est le podcast de l'IDRI. On a tous entendu cette nouvelle alerte lancée par les Nations Unies à l'automne dernier. La planète a besoin tout de suite de mesures spectaculaires, entre guillemets, pour limiter la hausse des températures, car la trajectoire actuelle ne permettrait pas de respecter les objectifs pris en 2015 dans l'accord de Paris, de limiter le réchauffement en dessous de 2 degrés. La solution, c'est évidemment de réduire au maximum notre empreinte carbone, mais pour les émissions de gaz à effet de serre qu'on ne saurait pas réduire, il s'agit de les compenser. C'est notre sujet du jour dans Cap sur la transition, les compensations des émissions. Comment ça marche? Est-ce que ça marche? Le sujet est vaste, technique, et on va poser ici les enjeux de ces systèmes de compensation carbone, en particulier dans le secteur privé, grâce aux explications de Mathieu Weymard, avocat spécialisé en droit de l'environnement et du climat et chercheur associé à l'IDRI. C'est parti. Bonjour Mathieu Weymard. Bonjour. Alors on va commencer par un point de définition. Qu'est-ce qu'on appelle la compensation carbone? Alors la compensation carbone, c'est d'abord le financement d'un projet qui va permettre de réduire des émissions de gaz à effet de serre par une entreprise ou une organisation. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est un projet qui va réduire non pas ses propres émissions, mais des émissions dont elle n'est pas directement responsable. Et donc elle va financer ce projet pour pouvoir revendiquer, grâce à ces réductions d'émissions qui sont obtenues, une compensation de ses propres émissions. C'est différent du mécénat, hein, n'est-ce pas? Tout à fait. Le mécénat, c'est d'abord un financement, donc de la même manière, sauf qu'il ne permet que de revendiquer qu'une seule chose, c'est le financement et non pas une compensation Hmm. ou une action particulière. Alors concrètement, qui compense ces émissions de gaz à effet de serre et est-ce une obligation? Alors aujourd'hui, on va parler de la compensation volontaire. Et sous cet angle, en fait, cela peut être des acteurs très variés, aussi bien publics que privés, ça peut être des particuliers, qui s'engagent donc volontairement à compenser leurs propres émissions de gaz à effet de serre pour des raisons qui leur sont propres et qui peuvent donc varier, sachant qu'ils n'y sont pas obligés. Mhm. Et donc, en fait, pour les entreprises privées, mais aussi de plus en plus pour des collectivités comme par exemple celles qui organisent des événements comme les JO, hein, l'objectif, c'est d'abord de montrer qu'elles se sont investies d'un sens moral et donc d'une responsabilité éthique de contribuer au bien-être de la société et donc de participer à la protection de l'environnement au-delà de sa recherche de profit. C'est ce qu'on appelle la responsabilité sociale et environnementale de l'entreprise. Donc c'est un objectif de bonne réputation qui est recherché, mais qui est détourné de plus en plus à des fins marketing, parce qu'on sait que le consommateur Ouais. est de plus en plus sensibilisé à ces questions environnementales et à l'urgence On climatique. en reparlera de ces questions marketing. Concrètement, Mathieu Weymard, comment ça marche, la compensation carbone? Alors il faut voir les deux côtés de la démarche, puisque il s'agit bien d'un marché carbone. Il y a une offre et une demande. La demande, c'est bien sûr l'organisation qui veut compenser ses émissions. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va d'abord chercher à comprendre quelles sont ses émissions, quelles sont les sources des émissions et quel est le niveau. Donc elle va faire un bilan carbone, à la fois de ses émissions dites directes, c'est-à-dire celles qu'elle produit directement à partir de son appareil de production ou par la fourniture de ses services, ou également les émissions indirectes, c'est celles qui sont issues de la consommation d'énergie, que ce soit électricité ou chaleur, de l'entreprise. C'est-à-dire que ce n'est pas elle qui a, par exemple, l'installation de combustion, mais elle va consommer l'énergie pour produire ou pour fournir. Et donc, normalement, c'est ce qu'on appelle les scopes 1 et 2, en anglais champ 1 et 2, Mhm. on va faire un bilan de ces émissions. Aujourd'hui, certaines vont un peu plus loin, elles cherchent même à couvrir ce qu'on appelle le scope 3, champ 3, qui vise à identifier les sources extérieures à son périmètre d'intervention, mais qui peuvent être reliées. C'est-à-dire, grosso modo, qui pourraient être émises dans le cadre de sa chaîne d'approvisionnement. D'accord. Et donc, juste pour finir, une fois que l'entreprise ou l'organisation a fait son bilan de ses émissions, elle va prendre des engagements de réduction de manière volontaire, et elle peut le faire à court terme, moyen terme ou long terme, et selon différentes approches. Et il y en a une qui est de plus en plus prisée par les grandes entreprises françaises, c'est ce qu'on appelle les objectifs fondés sur la science, ou Science-Based Targets Initiative, qui a été lancé en 2017 et qui cherche à amener les entreprises vers la neutralité carbone. Autrement dit, des engagements net zéro.
Alors ça, c'était pour la demande et puis, l'offre, ce sont, d'autres acteurs, en gros, qui disent: «Moi, j'ai un projet dans les cartons qui permettrait de réduire les émissions de gaz à effet de serre», c'est ça? Exactement, tout à fait. C'est donc un développeur de projet qui peut très bien être une ONG, mais ça peut être sinon une entreprise privée qui va proposer une activité de réduction ou d'absorption, puisqu'il ne faut pas oublier la question de la séquestration des émissions de gaz à effet de serre dans la biomasse, et qui va mettre en œuvre ce projet suivant des exigences méthodologiques qui permettront d'attester qu'il va effectivement, ce projet, réduire les émissions. Et donc, on a différents types de méthodes qui sont érigées par des standards, qui peuvent être aussi bien des standards nationaux, comme le label bas carbone en France, que des standards internationaux, comme les plus connus sont Mmh. Vera et le Gold Standard. Et ce qui est important, parce qu'on va en reparler tout à l'heure, c'est que c'est le standard qui, tout seul, va déterminer les conditions dans lesquelles on réalise ces réductions d'émissions, et c'est ce standard également qui dit ce, qui résulte de l'opération. C'est-à-dire, quel est le résultat? C'est en gros un titre qui va dire: «Voilà, tel projet a permis de réduire les émissions», et ça peut être, par exemple, un titre sur les réductions d'émissions qui prend la forme d'un crédit carbone. Alors justement, ces crédits carbone dont on entend, souvent parler et qu'on s'échange sur le marché volontaire, c'est ce qui atteste des réductions d'émissions, générées? Tout à fait, et ce crédit peut prendre différentes formes. C'est chaque standard qui détermine la forme du résultat, qui pourra être utilisé au titre de la compensation. Il y a par exemple des crédits carbone, il y a des certificats, des attestations, des unités, je vous passe les détails, Ouais. mais chaque standard le décide. Et en fait, certains de ces titres peuvent être matérialisés par une inscription en compte dans ce qu'on appelle un registre. C'est un peu comme un compte en banque dans lequel vous n'avez pas de l'argent, mais des tonnes de CO2. Et pourquoi c'est important? Parce qu'il y a des standards qui vont dire qu'on peut revendre le crédit, donc le titre portant sur les réductions d'émissions, c'est le cas des standards internationaux, comme Vera et Gold Standard, mais d'autres, comme le label bas carbone en France, ne délivrent qu'un certificat qui est également inscrit en compte dans un registre, mais qui n'est pas cessible une deuxième fois, je dirais, au-delà de l'entreprise qui l'a acheté pour compenser ses émissions. Quelle est la valeur, d'un crédit carbone ou d'un certificat de réduction d'émissions et comment le prix est-il déterminé? Ah, la valeur, elle est fondamentalement liée aux conditions de réalisation du projet, notamment l'investissement qui a permis de réduire les émissions. Par exemple, vous voulez faire un projet de boisement ou de reboisement de la forêt, ça va être le coût de ce reboisement. Et il y a également, bien sûr, un certain nombre de coûts de transaction, c'est ce qu'on appelle les coûts qui sont liés à la certification du résultat. Et notamment, si on a des crédits carbone ou dans le cadre du label bas carbone. Mais le prix le prix reste fondamentalement déterminé par la rencontre de l'offre et de la demande qui se fait la plupart du temps de gré à gré. Mais il y a des plateformes d'échange, hein, où on peut Mmh. proposer différents volumes à différents prix. Si on regarde un tout petit peu le prix moyen d'un certificat au niveau mondial, on est entre 5 $ et 25 $ la tonne, Mmh. en fait, on détermine ce prix à la tonne qu'on va multiplier par la quantité qui Ouais. a pu être réduite. En France, et ça, c'est important de le souligner, le label bas carbone, délivre des certificats qui, aujourd'hui, ont un prix unitaire qui tourne autour de 35 € la tonne. C'est-à-dire 5 à 7 fois supérieur au Mmh. prix du marché carbone volontaire international. Alors vous l'évoquiez, à demi-mot tout à l'heure, la critique de certains, c'est de dire que ce système offre l'opportunité à des entreprises ou des industries, pas du tout vertueuses, voire très émettrices, de s'acheter une bonne conscience et une image, sans rien changer de leurs pratiques. C'est ce qu'on appelle le greenwashing. Est-ce que ces critiques sont justifiées? Alors, d'abord s'acheter une bonne conscience, toutes les entreprises le font. La question, c'est pourquoi elles le font et est-ce que à quoi ça correspond? Le greenwashing, je pense qu'il faut rappeler, c'est ou on appelle ça éco-blanchiment Mmh. en français, c'est, finalement pour une entreprise, une manière de dire qu'elle a fait quelque chose, mais qui en fait n'existe pas. C'est donc elle va se donner une image de responsabilité écologique qui finalement ne correspond pas à la réalité. Mmh. Et le marché carbone volontaire, souffre énormément depuis 2 ans de cette critique de greenwashing, parce que en réalité, sur le terrain, on s'est rendu compte qu'il y a un certain nombre de projets, notamment à l'international, donc dans des pays en développement, et bien que certains développeurs de projets, soit n'ont pas respecté les exigences des standards et donc finalement, on ne sait pas très bien ce qui résulte de ces projets.
On ne sait pas vraiment si les réductions d'émissions qui ont été certifiées sont effectivement ce qu'on appelle additionnelles, mais aussi réelles et mesurables. Quand Mmh. on dit additionnelles, ça veut dire qu'elles viennent en plus de ce qui aurait été fait normalement sans, l'application du standard pour la reconnaissance des réductions d'émissions. Mais ça peut être aussi, et ça a été, reproché à certains standards, un manque de rigueur dans l'application même des méthodologies, et ça veut dire que les standards ont été trop laxistes et D'accord. ont permis de délivrer des crédits carbone pour en fait des réductions d'émissions qui n'ont pas eu lieu sur le terrain. Qu'est-ce qui est fait pour empêcher, cet éco-blanchiment? Est-ce qu'il existe des parades? Alors, il y a beaucoup de choses qui sont faites. Alors, je ne veux pas trop faire de droit ici, mais au niveau national, c'est clair qu'il y a beaucoup d'initiatives qui ont été prises et qui sont reflétées dans la réglementation. Mais il y a eu des scandales importants ces derniers mois sur le marché carbone international qui ont poussé les acteurs du marché carbone volontaire à prendre des initiatives pour redevenir quelque part crédibles. Et c'est ce qu'on a appelé l'initiative pour l'intégrité du marché carbone volontaire, VCMI en anglais, Mmh. qui a fait donc des recommandations où il y en a 10 principes directeurs en mars 2023 qui sont censés améliorer la qualité et l'effectivité des réductions d'émissions sur le terrain. Et il faut noter que les principaux standards se sont retrouvés à la COP28 à Dubaï pour faire une grande promesse de les appliquer scrupuleusement et d'être plus transparents. Mais ça n'est pas la seule solution. Les gouvernements eux-mêmes, qui ont de plus en plus besoin des entreprises pour le financement de réduction d'émissions par le secteur privé, vont proposer dans le cadre du G7 des principes directeurs qui vont compléter ceux que je viens d'évoquer, donc des grands standards. Et je finirai par deux solutions qui sont très récentes, des propositions du côté de Bruxelles. La Commission européenne, en novembre 2022, a fait une proposition de règlement visant à encadrer la certification des absorptions de carbone, notamment dans la biomasse, et qui devrait donc donner un cadre qui va encadrer Mmh. les standards du marché carbone volontaire. Et tout dernièrement, en mars 2023, toujours la Commission, la- elle a fait une proposition de directive sur ce qu'on appelle les allégations écologiques, formulées par les entreprises qui déclarent, par exemple, qu'elles ont un engagement zéro net, donc de neutralité Mmh. carbone, à l'horizon 2050. Eh bien, cette proposition prévoit des exigences qui vont permettre de vérifier l'intégrité des compensations qu'elles ont utilisées ou qu'elles comptent utiliser pour revendiquer la neutralité carbone à plus long terme. Voilà. Toutes ces règles plus claires sont nécessaires, on imagine, pour que ce marché volontaire des compensations carbone soit réellement efficace sur le terrain et donc utile à la planète. Oui, et c'est d'autant plus nécessaire qu'on va avoir, de plus en plus, de relations, pour ne pas dire de porosité entre marché carbone volontaire et marché carbone régulé, notamment au niveau international, dans le cadre de l'accord de Paris, mais également dans d'autres cadres comme celui, de Corsia, qui est un mécanisme de marché carbone mis en place par l'Organisation internationale de l'aviation civile. Et ça, cette relation, il va falloir la gérer parce que sinon on risque d'avoir des situations où on va compter 2 fois les mêmes tonnes de CO2. Mmh. Et donc là, on aura peut-être plus d'intégrité dans la réalisation des réductions d'émissions, mais on risque de compter 2 fois et donc de fausser la comptabilité carbone au niveau mondial pour l'atteinte des objectifs de l'accord de Paris. Et ces liens entre marché volontaire et marché régulé, c'est en soi toute une histoire sur laquelle il sera très intéressant de se pencher, mais ce sera sans doute dans un épisode à venir de Cap sur la transition. Merci beaucoup, Mathieu Weimar. Je Merci à vous. rappelle que vous êtes avocat, spécialiste des questions d'environnement et chercheur associé à l'IDRI. À bientôt. À bientôt. C'est la fin de ce podcast qui visait à éclairer le fonctionnement et les enjeux des compensations carbone par les entreprises, essentielles pour limiter l'augmentation de la température sur la planète. Vous retrouvez cet épisode ainsi que tous les podcasts de l'IDRI sur le site de l'Institut ou sur les plateformes d'écoute. À très bientôt pour un nouvel épisode de Cap sur la transition.